Ok, bienvenue sur Artisan de l'Esprit. Et aujourd'hui, on accueille Pierre-Mathieu Louis, cofondateur de la Salle du Temps, une salle de muscu pas comme les autres. Pierre-Mathieu, c'est aussi un pote de longue date. On se connaît et on s'est rencontrés à la fac en fait. Dans ce podcast, on va parler de son rapport à l'éducation, comment ça l'a forgé, son rapport au business aussi, comment il s'est lancé entre autres. Et surtout, comment il a dû s'adapter sur son avance dans sa scolarité. En tout cas, je te souhaite une très bonne écoute. N'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisan de l'Esprit. D'ailleurs, dédicace à Moussa, qui voulait que je fasse une dédicace en anglais. Donc, Yes. Puis mon nez, Pierre-Mathieu, ça va ou quoi? Ça va mon rêve? Très bien, merci d'être présent, merci d'avoir pris le temps de venir partager dans ce podcast-là. Je suis grave content d'être là. Bah écoute, plaisir partagé. Tu connais la première question? Et je l'aime pas. Tu l'aimes pas? Je l'aime vraiment pas. C'est quoi la première question? Comment va ton cœur? Comment va ton cœur, Pierre-Mathieu? Eh frérot, je te dis tout de suite, prends le temps de répondre. Tu sais qu'en plus, je savais que ça allait être ça la première question, mais je l'attendais pas du tout. Dans le sens où j'étais pas du tout pressé que tu me la poses, tu vois ou pas? Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai envie de te dire, je suis pas réellement, alors c'est dur, hein, mais je suis pas réellement connecté à mon cœur. Tu vois? Ça veut dire que je pense que d'une part, ça vient de l'éducation. Tu vois, j'ai eu une éducation tournée vers la performance à la mort. Tu vois, c'est important que tu réussisses, c'est important que tu fasses. C'est important que, entre guillemets, on s'en fout de comment tu te sens. L'important, c'est que tu y ailles. Tu vois? Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, je dirais que là, depuis, ça fait un moment que j'ai commencé à lancer du business. Tu vois, en vrai, ça fait 7-8 ans, même si là, ce qu'on commence à voir, ce qui est concret, ça fait 3 ans et demi avec la Salle du Temps. Ça fait un moment et je pense que la façon dont j'ai accéléré et que j'ai vraiment commencé à sacrifier, tu vois, et je suis pas quelqu'un qui... Les notions de sacrifice, etc., c'est pas forcément des notions qui me parlent. Ouais. Je trouve ça très américain. En vrai, notre culture, elle est beaucoup moins comme ça. Donc, c'est pour ça que avant, je comprenais pas forcément pourquoi on parlait de sacrifice, tu vois. On est plus conservateur, nous. Bah, il faut penser que nous, après, dans notre construction, c'est des pays qui sont catholiques. La France, l'Italie, l'Espagne, c'est des pays qui sont tournés vers... C'est pas bien de montrer, c'est pas bien de réussir, en vrai. Tu vois, il faut tout donner, il faut machin. Tu vas dans des pays beaucoup plus protestants. Ouais. Tu vas en Allemagne, tu vas en Angleterre, tu vas aux US. C'est des pays où, justement, dans la mentalité, il faut travailler pour ton salut. C'est important de montrer que tu travailles, c'est important de montrer que tu poses des briques parce que c'est ce qui montre, qui dit, en gros, c'est toi qui vas dire « Ouais, ben non, regarde comment je bosse, moi c'est sûr que je vais au paradis. Tu vois, et c'est vrai que c'est pour ça que je suis pas... Alors, j'étais pas super en phase avec la notion de sacrifice, mais là, je me suis rendu compte que depuis, vraiment, la dernière année, les 2 dernières années, tout ce que ça m'a coûté de faire ces efforts-là, je sais que ça m'a mis dans un mode survie. Ouais. Et que ce mode survie-là, du coup, il fait que tu essaies de te déconnecter au maximum de comment tu te sens. Parce que si je suis connecté à comment je me sens, je ne vais pas tenir longtemps. Donc en termes d'émotions surtout. Exactement. Moi, je suis quelqu'un, j'ai découvert les émotions, j'avais 22-23 ans. Avant, je ne savais pas ce que c'était. Tu vois, c'est des relations, c'est des choses comme ça qui m'ont montré ce que c'était. Avant, je ne savais pas ce que c'était réellement, tu vois. Donc, quand tu me dis comment va ton cœur, je te dis, j'espère qu'il va bien. Je pense qu'il va bien, en vrai. Tu vois, grâce à Dieu, je suis bien entouré. Ouais. Mais c'est difficile pour moi, en tout cas, de creuser plus profondément. Ok. Tu vois. Alors, je vais reformuler la question. Si tu devais parler à ton cœur là maintenant tout de suite, tu lui dirais quoi? Si je devais parler à mon cœur, je lui dirais... En vrai, tout va bien et t'en fais pas, tu vois. Je sais pourquoi je le fais. Tu vois, j'ai des objectifs. J'ai des gens que j'ai envie de prendre avec moi. Donc, je sais que en vrai, il y a un dénouement à tout ça et que tout se passe bien, en vrai, tu vois. C'est juste que quand tu es au milieu du champ de bataille, bah, des fois, tu essaies de te déconnecter un peu pour te dire, bon, vas-y qu'avec le mental, vas-y qu'à la discipline. Et puis, on verra par la suite comment tu te sens. Tu vois, limite les dégâts, entre guillemets, émotionnels, un peu plus profonds. Fais ce que tu as à faire. Et puis, plus tard, je sais que je vais avoir une belle vie, tu vois. J'ai déjà une belle vie, en vrai. Ouais. C'est juste que
Pour le moment, voilà, c'est le charbon, c'est le grind. Et puis on verra plus tard. Merci pour ta réponse, pour ta transparence surtout. Mhm. D'avoir pris le temps de répondre aussi, c'est quelque chose de très important et j'apprécie grandement. Tu as parlé un petit peu de ton enfance, ta jeunesse. Mhm. Est-ce que tu peux développer un peu plus Est-ce que tu pouvais me raconter un petit peu ton quartier et Pierre Mathieu à travers ton quartier? Bien sûr. Donc moi, j'ai grandi à Soisy, dans le 95. Je suis arrivé là-bas quand j'avais 5-6 ans, donc je suis vraiment arrivé jeune là-bas, tu vois. C'est là-bas que j'ai rencontré tous mes potes d'enfance. Je me suis pas séparé, mais éloigné de beaucoup. Ok. Celui que j'ai gardé autour de moi, c'est Giggs. Tu vois, Giggs, c'est mon plus vieux pote. Ça veut dire que on se connaît depuis la maternelle, moyenne section de maternelle ou grande section, on était amoureux de la même meuf, tu vois, à l'époque. Et c'est vrai que tu vois, genre, ça fait 20 ans et on est toujours... et quand je dis des trucs comme ça, j'ai vraiment l'impression d'être un vieux. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, tu vois. Et donc, du coup, ouais, franchement, moi, j'ai eu une très belle enfance. Ok. Tu vois, j'ai, on va dire, ma mère qui s'est occupée vraiment de toute la partie, comment ça va se passer à la maison, le respect, tous ces trucs-là. Et mon père, il s'est occupé de l'école. Tu vois, c'est-à-dire que quand je te disais tout à l'heure, j'étais très, très tourné vers la performance. C'est Pierre, t'as pas le droit de sortir. Quand j'étais en 6e ou en 5e, dans ma classe, on m'appelait le prisonnier. Ok. Parce que c'était en mode, Pierre, quand les cours ils sont finis, je vais te raconter un truc. Je finissais les cours à 16h. Ouais. Et ma mère, elle voulait que je l'appelle tous les jours, avant 16h20, du téléphone fixe de la maison, pour vérifier que je traînais pas dehors et que j'étais rentré à la maison. Tu vois, ça veut dire que c'était un truc où c'était en mode, tu vas pas sortir, tu vas pas traîner, tu vas pas aller dehors. Et moi, je me rends compte que quand j'étais petit, j'en souffrais à mort, tu vois. Parce que quand tu as tous tes potes qui sont dehors, tu vois, c'est ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que j'étais dans une primaire, dans un collège de quartier. Et du coup, bah, j'avais des potes à moi qui habitaient au quartier et des potes à moi qui habitaient un petit peu plus loin. Et ce qui était lourd, c'est que du coup, de la façon dont j'ai grandi, bah, j'ai eu vraiment différentes approches, différentes cultures. Tous ces trucs-là, tu vois, qui m'ont vraiment enrichi et qui m'ont permis vraiment de naviguer dans tous les milieux. Tu vois, ça veut dire que demain, je me retrouve dans des groupes de personnes plus vieilles que moi, qui font beaucoup d'argent, etc. Ou que je me retrouve demain au quartier. Tu vois, on était à la fête du quartier, là, chez moi, la Cannes de Soisy, il y a 3 jours. C'est facile pour moi de naviguer. Parce que la façon dont j'ai navigué, justement, dans tous ces trucs-là, bah, c'était vraiment normal, tu vois. Ouais. Mais donc, du coup, non, mon enfance, comment j'ai grandi, moi, je te dis, c'était vraiment... c'était sévère. Ok. C'était sévère dans le sens de... C'est important que tu aies les meilleures notes, c'est important que tu cartonnes, c'est important, tous ces trucs-là, tu vois. Et c'est marrant parce que quand j'étais petit, déjà, je pense que quand j'étais au collège, j'avais déjà un emploi du temps où c'était en mode... bah, j'allais en cours. Quand les cours ils sont finis, Pierre, tu rentres à la maison. Donc je te dis, j'avais un quart d'heure pour faire le chemin où je traînais les pieds parce que j'avais envie de rester dehors, tu vois. Et il fallait que je rentre à la maison. Je faisais du foot. Ouais. Je fais beaucoup de foot quand j'étais petit. En club? En club, ouais. En club à Soisy. Donc pareil, franchement, 8 ans de foot. Donc j'ai vraiment baigné dans le football plus jeune, tu vois. Et j'ai fait de la guitare aussi. Quand j'étais petit, 2 ans de guitare. Et non, franchement, belle enfance. J'ai toujours eu, pas ce que je voulais, mais ce dont j'avais besoin. J'ai jamais manqué de rien. Tu vois, j'étais bien. Okay. En vrai, tu vois, tu vois, quand je t'en parle, je me rends compte, j'avais beaucoup de frustration, beaucoup de ouais, c'est ça, de la frustration au niveau émotionnel, parce que j'ai grandi, moi, j'ai sauté pratiquement 2 classes, tu vois. Ouais. Donc, ça veut dire que j'ai toujours été le plus jeune dans un environnement entouré de gens plus vieux, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi toujours dû énormément travailler. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'ai eu tout ce qu'on parle de mythe de l'imposteur, crédibilité, légitimité, etc. Moi, j'ai grandi avec ça. Tu dois grandir dans un environnement où, techniquement, tu n'es pas à ta place. Ouais. Tu vois ? Par rapport à quoi ? Par rapport au fait que, et ça se remarque encore plus quand tu es au collège, quand tu es au lycée, tu es à des âges où tu changes énormément, ton corps il change énormément, ton esprit il change énormément, tu vois. Alors heureusement que j'étais mignon et que je savais me faire des amis, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai grandi dans un environnement où j'ai été obligé, par exemple, de développer énormément de compétences sociales, d'empathie, pour pouvoir, quand tu as 8-9 ans
et que d'un coup, tu changes de classe, tu n'as plus tes potes. Et tu dois te refaire dans une nouvelle classe, dans un nouveau milieu où tout le monde est plus vieux que toi, tout le monde se dit « Ouh là là, c'est qui cette grosse tête ?» Donc, Tout le monde. là, tu parles de la transition entre le lycée et la fac. Non, là, j'étais vraiment au collège, là. J'étais Ok. vraiment sur Moi, j'ai sauté une classe, j'avais 8 ans. Et je suis de fin d'année, je suis du mois de novembre. Donc, ça veut dire que j'ai toujours navigué avec des gens qui avaient 2 ans de plus que moi, tu vois. Donc ça s'est reproduit une deuxième fois, parce que ça t'est arrivé à ce moment-là, En fait, mais aussi à la chaque fac. transition. Chaque À transition. chaque transition, ça veut dire que ça m'est arrivé de la primaire au collège, ça m'est arrivé du collège au lycée, du lycée à la fac. Je suis rentré à la fac, j'avais 16 ans et demi. Tu vois, ça veut dire que c'est pas que je sortais pas, etc. parce que je voulais pas. C'est que je sortais pas parce que tu vas pas aux soirées stable, c'est parce que t'as pas 18 ans. Donc de toute façon, tu peux pas aller. Donc retourne à la maison et bosse. C'est pour ça que typiquement, j'ai voulu finir les cours vite aussi. Tu vois, j'ai eu mon bac, comment on dit, ma licence à 19 ans. Ça y est, j'ai arrêté les cours. Ouais. C'est fini, laissez-moi. Ouais. Tu vois, j'avais besoin de... J'ai fait mes preuves. Exactement. Tu vois, typiquement, je sais que c'était important pour mon père que j'ai une licence et je savais qu'il allait être sur mon dos. Lui, il s'occupait que de l'éducation. Je savais qu'il allait être sur mon dos tant que j'avais pas ce truc-là. Tu vois, je suis arrivé en troisième année, j'avais des vieilles notes, ça jouait au basket, ça se passait bien pour moi. Et quand j'ai dit à mon père au bout de 2-3 mois, oh écoute, la fac, je m'en fous, là je vais jouer au basket cette année, l'année prochaine je pars à Londres. C'est Coco, tant que t'as pas ton année là, tu restes ici. Hein. Waouh, c'est ok, laisse-moi plier ça. Et dès que j'ai eu ce truc-là, en fait, j'ai eu ce truc de ça y est, je vous ai donné ce dont vous aviez envie, maintenant je vais vivre pour moi, tu vois. Tu as utilisé le terme naviguer pendant ton enfance et notamment ta scolarité. Si on reste dans cette métaphore-là, on navigue pas toujours sur des mers tranquilles. Est-ce que pour toi, le fait d'arriver de valider ta licence et de décider de partir en Angleterre, est-ce que pour toi, c'est le moment où tu vois la tempête au loin et tu dis je rentre dedans? C'est une bête de question. Ça fait plaisir. Quand je suis parti à Londres, j'ai vraiment eu pour la première fois l'impression de faire ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que pour la première fois, j'avais l'impression de prendre ma vie en main et de me dire, écoute, je sens qu'il y a une opportunité. Comme tu as dit, je sens que ça va être la misère, mais j'y vais et j'ai envie de me confronter à moi-même. Et comment tu te sens à ce moment-là? Comme c'est une décision que j'ai prise vraiment 6 à 8 mois avant le départ, j'ai eu le temps de la process tranquillement. Okay. Tu vois, par contre, quand je suis arrivé, c'est vraiment quand je suis arrivé à Londres, où ça y est, passé la première semaine, où tu es là à faire la fête tous les soirs, ça y est, tu vis tout seul. J'ai 19 ans, pour la première fois de ma vie, je vis tout seul. Ça veut dire que j'étais chez mes parents, j'étais bien, mais il y a quand même les trucs où tu n'es pas chez toi. Donc tu fais pas le malin, tu rentres pas tard, etc. Tu vois. Je suis parti à Londres, on est arrivé, je me rappelle, le 1er novembre. Je crois que du 1er au 7 ou au 8, on était en boîte tous les soirs. Ça y est, en fait, j'avais l'impression de goûter à la vie, tu vois. J'avais besoin de faire ces trucs-là, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai mangé une douche froide très rapidement parce que j'avais jamais eu besoin de gérer ma vie, gérer mon argent, etc. Et j'étais parti avec 2 500 euros. Et en fait, je me suis rendu compte que avec les frais que m'ont coûté le départ, au bout de 2 semaines, j'avais tout dépensé. Et j'avais trouvé un taf, mais j'avais ma paye que dans 2 semaines. Et en fait, à ce moment-là, j'en ai eu honte à mort. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit, écoute, maman, je suis à Londres, j'ai fait de la merde, il faut que tu me passes 300 balles pour que je paye le loyer. Et en fait, j'ai eu tellement honte de le demander que je me suis dit, ok, ça y est maintenant. T'as voulu prendre des décisions, t'as voulu faire le grand, maintenant c'est toi qui vas gérer ta vie tout seul. Tu vois. Et elle m'a donné ces 300 euros-là, j'ai payé mon loyer, et à partir de ce moment-là, ça y est, en fait, j'étais en mode, c'était ok, je travaille, j'avais un taf, on bossait dans un bar, je faisais 40-50 heures par semaine, c'était le charbon, mais au moins, j'avais ce truc de me dire, ça y est, c'est ma vie et je le fais tout seul. Maturité alors. Exactement. Tu te manges une claque et c'est soit tu décides de te relever. Exactement. Et je me rappelle où j'étais dans les toilettes du bar, je venais de voir mon compte en banque, j'étais déjà dans le découvert alors que j'étais parti avec un billet, et je me rappelle avoir appelé ma mère, je me rappelle pratiquement toute la conversation, tu vois. Et ma mère qui, même de tout son cœur, forcément, m'a dit, bah oui, je suis là. Mais je me rappelle que le sentiment que ça m'a créé, ça m'a vraiment fait me dire, et Pierre, à partir de maintenant, mon gars, c'est toi et toi-même, tu vois. D'ailleurs, on embrasse tes parents. Grave. S'ils écoutent, j'espère qu'ils écoutent. J'espère qu'ils vont être obligés. Ils vont être obligés. Ah oui. On va. C'est Oussama qui a fait le podcast, maman. Lourd. Qu'est-ce que tu as appris d'autre en Angleterre? En Angleterre, j'avais un taf. C'est vraiment le moment où là, j'ai commencé à m'intéresser au fitness.
Je me suis mis au sport à mort. C'est-à-dire que la seule chose que je faisais en dehors du taf, c'était aller à la salle de sport. C'est-à-dire qu'on avait des gros rythmes. On faisait midi, minuit au taf. On finissait le taf, on buvait un petit coup avec les collègues. Je rentrais à 2h du mat, réveillé 8h. J'allais à la salle de 9 à 10. Je revenais, je prenais ma douche et je partais au taf. C'était l'armée, quoi. C'était vraiment le charbon de ouf. Ouais. Mais en vrai, je pense que j'avais besoin de ça. Parce que, tu sais, ayant toujours été dans un cadre, c'est pour ça que je suis quelqu'un, par exemple, de très, très organisé. Tu vois, j'ai peur de... Par exemple, typiquement, une journée qui va pas se passer comme je le souhaite ou comme je l'ai prévu. Des fois, je vais être au milieu de ma journée, je vais me dire, wow, je suis pressé que cette journée se finisse parce que j'ai pas le contrôle sur ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois. Mais du coup, là-bas, moi, je suis quelqu'un qui a toujours adoré apprendre. C'est toujours passé par le vecteur de la fac, les cours, l'université, etc. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment ce trou-là au moment où je suis parti, de me dire, merde, comment est-ce que je vais pouvoir continuer à apprendre? Et c'est là, en fait, où j'ai commencé, c'était quoi, 2014, à vraiment me tourner vers la lecture à mort. Et c'était surtout du business et productivité professionnelle, développement personnel. On en reparlera peut-être plus tard. J'ai un peu plus de mal avec le développement personnel maintenant. Mais vraiment tourner business. Tu vois, des pères riches, pères pauvres, des réfléchissez, devenez riches, des comment se faire des amis, etc. C'est vraiment là, en fait, où j'ai commencé à me rendre compte que j'ai 20 ans, ça y est, j'ai commencé à avoir des premières expériences de vie. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Je me suis rendu compte que je pouvais faire du business et prendre de l'oseille par moi-même. Donc je me suis dit, quand je rentre en France, et ça y est, déjà, je bosse plus pour quelqu'un. Tu vois. Okay. Donc ouais, vraiment, j'ai appris sur le business et l'entrepreneuriat à travers la lecture quand je suis parti à Londres. Je me souviens, à la fac, à l'époque, quand on était en 3e année, tu me disais que à la base, tu voulais être prof d'anglais. À la base, je voulais être journaliste quand j'étais petit. Journaliste, ok. Après, j'ai voulu être prof d'anglais et après, j'ai voulu être prof de PS. Et après, t'es arrivé, tu t'es dit bon... Et en fait, quand j'ai fait ma 2e et ma 3e année où on était en stage, et à la fois le métier en lui-même, je kiffais, même si c'était beaucoup d'énergie. Mais par contre, toute la formation derrière, pédagogie, didactique, etc., je me voyais pas rester 2 ans de plus là-dedans. Tu sais, il y a un truc aussi, c'est que quand t'es jeune, quand t'es en cours, 1 an, 2 ans, ça te paraît super long. Tu te dis, wow, je vais devoir faire 2 ans encore là. Ouais. Ça te paraît incroyable. Alors que là, maintenant, 2 ans, regarde, ça fait 3 ans et demi qu'on a lancé la salle du temps pratiquement. Je ne l'ai pas vu passer. Tu vois mais là, il y a une différence qui est super importante. C'est que 2 ans à l'école et 2 ans sur le terrain à créer sa boîte, c'est pas pareil. Exactement. Tu es dans l'action, tu es dans le concret. Tu vois, tu es dans la pratique. Alors que l'école, tu restes assis sur une chaise, tu as potentiellement des stages. Mais en vrai, est-ce que tu évolues vraiment, tu vois? Je vois ce que tu veux dire. Non, je disais simplement ça par rapport vraiment au parallèle qu'il y a entre à quel point quand tu es jeune, le temps peut te sembler long et tu te dis tiens, j'en peux plus, faut que je sorte, faut que j'aille lancer mes projets, faut que j'aille machin. Alors que des fois, 1 année ou 2 années de plus qui vont en réalité dans tous les cas passer, tu vois, parce que le temps il passe vite, vont te permettre d'atteindre des stades, d'atteindre des trucs. Tu vois, je parlais avec un ami à moi là, qui a un Master 2 lui en communication. Et c'est vrai que, tu vois, il me dit, c'est vrai que je regrette, Pierre. Moi, j'aurais voulu lancer du business directement après la 3e année, etc. Et je comprends ce qu'il dit. Mais il y a un truc aussi, c'est que le fait d'avoir poursuivi les études comme il l'a fait, ça lui a permis d'avoir un certain raisonnement. Ouais. Tu vois, ça lui a permis d'avoir des process de réflexion en place qu'il n'aurait pas s'il avait arrêté le cours plus tôt. Tu vois, moi, c'est vrai que j'ai préféré plus rapidement me confronter au terrain. J'ai eu ma licence, j'avais 19 ans, je me suis dit, ça y est, les cours, c'est fini pour moi. Alors j'ai réessayé par la suite parce que j'avais quelque chose en tête, mais je me suis dit, je sens que là, je suis suffisamment armé pour pouvoir affronter la vie, tu vois. Mais ça, c'est des choix qui sont difficiles à faire quand tu es jeune, tu vois. Bien sûr. Parce que tu sais pas ce que c'est, en vrai, tu as toujours été cadré, etc. Et c'est vrai que... Il n'y a même pas de bout à ce point-là. Mais voilà. Ok, lourd. Donc... La suite logique, c'est tu commences à entreprendre, à vraiment commencer à te lancer et tout. Et est-ce que c'est au même moment où la notion de challenge et de discipline arrive, ou c'était déjà naturellement là? La notion de discipline, elle est arrivée, je me rappelle, c'était en 2017. Je suis revenu des États-Unis. On avait passé 4-5 semaines là-bas avec des amis. On avait fait le tour des US. Et en fait, c'est là-bas où j'ai vraiment commencé à me rendre compte qu'il y avait en fait, en voyageant, tu rencontres différents types de mentalités, tu vois. On a grandi, j'ai même pas envie de te dire que je sais comment les gens pensent en France, puisque j'ai même pas été en France, en vrai, on a grandi à Paris. Donc je sais comment les gens réfléchissent ici, je connais à peu près les mentalités, les process de réflexion, etc., tu vois. Mais c'est vrai que quand je suis parti aux US, j'ai vu une autre culture.
tu vois. Et en fait, le fait de voir ça, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il y a un monde dehors, tu vois. Et je sais que ce n'est pas en suivant les codes que j'ai appris et qui me sont, entre guillemets, imposés en France que je vais pouvoir arriver là où j'ai envie d'aller. Donc, quand je suis parti en 2017 aux US, c'est là où j'ai commencé à entendre parler du Miracle Morning and shit, tu vois. Et que du coup, je me suis dit, ah tiens, c'est sympa ça. Et en fait, j'ai commencé simplement tous ces process de discipline, simplement pour me challenger, me dire, tiens, est-ce que je suis capable de, tu vois. Et c'est vrai que c'est ouf parce que une des périodes où j'ai été le plus actif et où j'avais un niveau de confiance, un des niveaux de confiance qui étaient les plus incroyables dans ma vie, en enlevant ces dernières années, c'était à ce moment-là. C'était pendant les 2 mois où j'ai fait ce Miracle Morning, où je me réveillais à 4h30 ou 5h du matin et j'avais des process. C'était en fond d'écran de mon iPhone et je me réveillais et j'étais vraiment dans un go mode, tu vois. J'avais pas à réfléchir, tout arrivait et j'avais aussi ce truc de me dire, je sais que sur le court terme, entre guillemets, ces habitudes-là sont légères, mais par contre, je sais que l'effet cumulé de ces trucs-là, ils vont faire que dans les années qui vont venir, ça va péter, tu vois. Et ça, c'est super important parce que aujourd'hui, le monde va tellement vite qu'on a inconsciemment, à des degrés différents, envie de tout de suite. À chaque fois. Mais là, ce que tu dis, c'est super important parce que c'est la somme des petites choses qui vont nous faire justement offrir des grandes récompenses. D'où le terme effet cumulé, comme tu l'as bien dit. Est-ce que tu l'as réalisé tout de suite ? La chance que j'ai eue... Concrètement, vraiment dans le concret, quand je parle de... en fait, le truc, c'est que j'ai eu, on va dire, j'ai été en contact avec le monde des affaires très tôt, dès 18-19 ans, avec toutes les bêtises de marketing de réseau and shit, tu vois, qui m'ont mis déjà dans un mode entrepreneur et vision sur le long terme, tu vois. Ça veut dire que, ouais, j'ai fait toutes ces activités-là, j'ai pas pris d'argent. Par contre, le mindset que ça m'a permis d'avoir, en fait, rapidement, il m'a fait me dire, ok, je sais où j'ai envie d'aller. Tu vois, quand j'étais à Londres, j'avais 20 ans. Ma vie, en vrai, pour un mec de 20 ans, était incroyable. J'avais un taf, j'avais mes potes, j'allais au sport et je sortais. Et je faisais que ça. Et je kiffais. Par contre, il y a un truc qui m'a bloqué au bout d'un moment, c'est que je me suis dit, ça c'est bien, mais il n'y a pas réellement de suite là-dedans. Ça veut dire que si je reste dans ce mode de vie confortable-là, je sais où je vais aller. Je vais rentrer peut-être en France dans quelques années, je vais avoir un taf, je vais être salarié, etc. Et je savais que c'est pas ce que je voulais. Tu vois, donc quand je suis revenu en France, c'était vraiment pour me dire, ok, j'ai eu accès au business, au fait de pouvoir créer de la valeur par moi-même, etc. Viens, je sacrifie ma vingtaine. Ça veut dire que les 10 prochaines années, je les mets vraiment dans un process de créer de la richesse, créer de la valeur, créer des actifs. Mais mon but, c'est qu'à 30 ans, je retrouve la même vie que j'avais à Londres à 20 ans. Et c'est un des trucs qui me fait charbonner aussi, tu vois. C'est pour ça que je suis passé d'un extrême à l'autre, tu vois, énormément de lâcher prise, etc., à beaucoup plus de discipline et tout, pour me dire, ok, là, je vais gagner du temps. Et cette vision long terme qui va me faire me dire, bah tiens, je sais que dans les 10, 12 prochaines années, je pourrais réellement faire ce que j'ai envie de faire. Tu vois. D'accord. Et tout ça, là, tous ces process, tout ce que tu as fait, aujourd'hui, ça t'a mené où ? En termes de ce que tu veux. Pro, perso. Où est-ce que ça m'a mené ? C'est une belle question. Où est-ce que ça m'a mené ? Franchement, tu sais, moi, je kiffe ma vie. Hein. Ça veut dire que... Tu fais quoi aujourd'hui ? De manière beaucoup plus vulgaire, tu fais quoi aujourd'hui ? De manière beaucoup plus vulgaire. Avec Will, on a fondé la Salle du Temps en 2017. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est... En gros, on est spécialisé dans le coaching personnalisé. Et l'idée, en fait, c'est de permettre à nos clients de venir s'entraîner et de se faire entraîner par des coachs de façon illimitée pour 159 € par mois. Donc, en gros, les gens viennent, il y a une application, ils réservent directement à travers l'application et ils se déplacent à la salle. Les coachs les prennent en charge par rapport à une planification qui est faite sur leurs objectifs, etc. Tu vois. Donc, ça, c'est ce qu'on fait concrètement. Là, on a 2 salles maintenant dans le 92. Et l'idée, en gros, pour nous, c'est de, dans un premier temps, développer la franchise. Donc, de commencer à ouvrir plein de salles sur Paris, sur la France, etc., etc. On a tout un business en ligne aussi, avec du coaching en live. Là, le Covid, il a montré qu'il y a plein de gens qui allaient avoir peur de retourner en salle, qui veulent s'entraîner de chez eux sans bouger, etc. Donc, on a vraiment créé une offre pour eux qu'on est en train là, de bêta-tester et qu'on va lancer pendant les grandes vacances.
Donc là, l'idée par rapport à ça, ça va être derrière de créer tout un business sur Internet. Maintenant qu'on a la crédibilité et la légitimité de ouais, on a des salles. C'est-à-dire que tu crées un produit en ligne. Si je veux venir te tirer les oreilles, je peux pas. Moi, tu veux venir me tirer les oreilles, tu viens dans une des salles et tu dis c'est vous les mecs là que je suis en ligne, etc. Ouais, tu vois. ouais. Et ça crée de la confiance. Tu vois. Et la dernière chose, c'est le centre de formation. L'idée, en gros, pour nous, c'est vraiment de pouvoir avoir un centre de formation qui va délivrer le diplôme de coach pour permettre aux coachs, par rapport au marché dans lequel ils sont à l'heure actuelle, d'avoir à la fois du taf, parce que c'est ce qui manque cruellement chez les coachs, et derrière d'avoir un plan de carrière qui va leur permettre de devenir entrepreneur, de créer du business. Tu vois, ça veut dire que demain, tu passes par n'importe quel centre de formation, tu as fait tes 8 mois de formation, tu as claqué 8 000 €, c'est bien, mais tu sors, tu n'as que ton diplôme. Tu viens à la salle du temps, tu démarres en tant que stagiaire, tu prends un poste de coach, tu prends un poste de manager, tu mets des sous de côté et moi je t'aide à monter ton business. Tu vois. Et donc du coup ça c'est ce qu'on fait avec la salle du temps. Et puis à côté de ça, je lis beaucoup. Je suis vraiment un gros lecteur. J'ai envie de faire de la musique aussi. Ça va être un sacré tournant. Tu as commencé un petit peu, hein. Ouais, mais j'ai besoin de la vision, de savoir où j'ai envie d'aller pour pouvoir me mettre all-in. Et là, je sais que... Je te coupe parce que en réalité, comment tu la trouves, cette vision, c'est exactement le même process que tu as fait pour arriver là où tu es aujourd'hui avec la salle, tu vois. C'est de passer à l'action, de tester des trucs. Carrément. Et tout, tu vois. Exactement. Et c'est ouf que tu dis ça parce qu'en plus, ce week-end, j'étais vraiment posé sur tout ça. Whiteboard, etc., etc. Moi, tu sais, je suis quelqu'un de très, très passionné. Mais par contre, je fais jamais les choses à moitié. C'est-à-dire, soit je fais quelque chose complètement, mais si je sens qu'il y a le moindre truc, etc., j'arrête. Je suis pas du tout quelqu'un de perfectionniste. Et c'est pour ça que, par exemple, avec Will, on est super complémentaires. Will, on lui passe le bonjour déjà, et qui passera aussi sur le podcast. Il écoutera le podcast ou pas? C'est pas grave. Je lui enverrai cet extrait-là. Là. Et donc, Will, c'est mon gars. Will, c'est mon ref. Et on est super complémentaires parce que, par rapport à une idée qu'on va avoir, moi, je suis quelqu'un... L'idée, ça y est, elle est en place dans les 2 prochaines heures, réellement. Par contre, je ne suis pas quelqu'un qui va aimer travailler dessus, fignoler. Genre, je suis vraiment à l'opposé d'un perfectionniste, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est super complémentaires. C'est parce que moi, j'exécute très, très vite. Et après, je lui refourgue l'idée à lui ou à Adi, un de mes autres associés. Et eux peaufinent, et eux mettre en place, et eux rendent le truc joli. Okay. Tu vois. Super. Par rapport à... Question très technique. Attends, je me remets droit. Remets-toi droit parce que... Je suis avachi. Question très technique. Par rapport à tout ce process-là, qu'est-ce que tu as été capable de mettre de côté en termes d'émotion, de comportement ou d'habitude pour atteindre les objectifs que tu as atteints ou une vérité même que tu as pu atteindre? C'est quoi les sacrifices en gros? En fait, j'aime bien cette question parce qu'elle est à la fois profonde mais large. C'est-à-dire que toi, tu peux l'interpréter comme sacrifice, mais ça dépend, c'est un angle de vue. Si pour toi, tu l'interprètes comme sacrifice, ouais. Donc, qu'est-ce que tu as été capable de mettre de côté? Ouais. Quand j'avais 23 ans, donc avant que je lance le business, j'étais coach. Je prenais de l'argent. Je sortais. J'allais au resto tout le temps. Je voyageais. Donc, je dirais que la première chose que j'ai mise de côté quand j'ai commencé à réellement investir, par exemple, dans ce projet de la salle du temps, c'était mon confort. Que ce soit au niveau de l'oseille, que ce soit au niveau du matériel, etc. Tu vois, parce que tu rentres dans un timing où, là, ça fait 3 ans et demi, et là, on va commencer à se payer. Tu vois, pourtant, la salle du temps, ça compte bientôt 20-25 personnes. Tu vois, donc c'est se dire, au bout d'un moment, tu reprends le concept de Simon Sinek, de Leaders Eat Last. Tu vois, les leaders vont manger en dernier. Si tu mets tout le monde bien et que tu crées suffisamment de valeur par rapport à un produit, dans tous les cas, tu mangeras. C'est simplement qu'il faut être suffisamment patient pour attendre ce moment-là. Et il y a plein de gens qui craquent ou qui demain vont faire des petits hustles pour prendre de l'argent, tu vois. Moi, je me suis dit, tiens, je me mets à 100% là-dedans parce que si je commence à sortir un petit peu de ce cadre, de cette bulle, la salle du temps, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, je ne vais pas être à 100% là-dedans et je risque de lâcher. Tu vois, donc je dirais la première chose que j'ai mis de côté réellement, c'était du confort, la liberté aussi. Tu vois, là, imagine, ça fait 3 ans et demi et je dors dans la salle. Ouais. C'est-à-dire que la salle, elle ferme à 21h15. Tout le monde part à 21h30, 45. Et moi, je vais me reposer pendant ce court laps de temps-là avant que ça reparte au charbon le lendemain, tu vois. Donc, je te dirais de l'intimité, du coup, forcément. Du confort matériel,
de la liberté. Demain, je sais qu'avec les compétences que j'ai, je pourrais prendre beaucoup d'argent. Tu vois, donc c'est vrai que le fait de moi me mettre dans ce projet et de croire en ce projet-là, c'est me dire je sais que sur le long terme, j'ai plus à gagner. C'est pour ça que je reste concentré. Tu vois, sinon, il y a tous les signaux qui me feraient me dire hey, j'ai 26 ans, j'ai une bonne tête, je pourrais m'éclater dans ma vie. Tu vois, mais vas-y, on en revient sur le plan, tu vois, dont je t'ai parlé quand j'avais 20 ans. Laisse-moi aller all-in pendant les 10 prochaines années parce que je sais ce qui m'attend à 30 ans. Tu vois, donc, tu vois, ce que j'ai mis de côté, réellement, je te dirais ces trucs-là. Du confort, de la liberté et ouais, voilà, principalement. Ok. Tout à l'heure, avant de commencer le podcast, je t'ai dit j'ai énormément d'informations et je sais pas trop comment je vais tourner le truc parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce qui est bien, c'est que c'est très lié à ce que tu dis. En fait, comme tu le sais, j'essaye vraiment de faire un parallèle entre le parcours de la personne avec qui j'échange et les cultures urbaines au sens très très large du terme. Et pour moi, il y avait une chose évidente, c'est qu'il y avait à la fois le sport, mais aussi la musique, de choses dont on parle depuis tout à l'heure. Et en fait, par hasard, vraiment par hasard, en faisant mes recherches sur Google un petit peu, je suis tombé sur, je sais même pas comment je peux appeler ça, c'est pas une thèse, parce que ça fait quoi ? Ça fait 6 pages, d'un mec qui s'appelle Alexandre Komilkiw, que je ne connais pas du tout, mais apparemment il est conseiller technique national, je sais même pas ce que c'est du tout. Je crois qu'il fait partie de la Fédération française de badminton, un truc comme ça. Franchement, je sais même pas ce que je raconte en vrai, tu vois. Mais il fait aussi partie du ministère politique de la ville, de la jeunesse des sports, tu vois. Et il a fait un petit truc, ouais, Alexandre Komilkiw. Et il a publié un truc super intéressant où il explique le lien entre la musique et la performance sportive. Incroyable. Franchement, je te l'enverrai parce qu'il est vraiment incroyable. Ouais. Carrément. Il commence par quelques définitions. La musique, le son, le bruit et le rythme. Moi, j'ai envie qu'on s'intéresse plus à la définition du bruit. En fait, c'est un ensemble de sons produits par des vibrations plus ou moins irrégulières. Tout phénomène perceptible par l'ouïe, ensemble des sons perçus comme étant sans harmonie par opposition à la musique. Son imprévu qui vient se superposer au rythme continu de quelque chose. D'un appareil, il y a un bruit dans un moteur par exemple. Et ensuite aussi la définition d'un rythme. Mais en fait, le bruit, là où ça m'a interpellé, c'est quand il parle de vibration. Et déjà, ça m'a fait penser à 2 musiques. La première, c'est celle de This Is, le morceau Everything dans l'album Extra Lucide. Il commence son morceau en disant « Je fais pas de musique, je fais du bruit. J'ai mon cœur qui tape fort là dans mon poitrine. Je fais pas de choix, je fais du tri. Préfère être disque utile que disque de platine. » Ça, c'est la première chose. Mais quand il dit « Je fais pas de bruit », big up à mort. Quand il dit « Je fais pas de bruit, je fais pas de musique, je fais du bruit », il s'inspire de Medine dans le son « Le bruit qui pense ». Je connais pas ce son-là. Tu connais pas ce son-là ? Et en fait, son refrain, je vais te le dire tout de suite, c'est... On dirait que je suis en cours de musicologie. Musicologie. Tout ce qui part du cœur parle au cœur, m'ont dit les braves. Moi, je suis pas rocker, je suis qu'un rappeur made in Le Havre. Je fais du bruit qui pense, rien que du bruit qui pense. Tu vois. Et quand tu recherches un petit peu sur Rap Genius, il y a plein de références par rapport à Victor Hugo, à un autre mec qui s'appelle John Cage, qui est super intéressant aussi. Ça, c'est la première chose. Et en fait, on voit à quel point le lien entre la musique et la vibration, elle est super importante. Parce que si on parle d'un point de vue spirituel, la vibration, tu connais Bob Proctor ? Proctor ? Ouais. Pas du tout. C'est un américain, un entrepreneur américain super connu et tout. D'ailleurs, je suis étonné que tu le connaisses pas. Il est super inspirant, de ouf. Et justement, il parle aussi de la vibration. Et il explique que beaucoup de gens parlent de la loi de l'attraction. Mais en fait, la loi de l'attraction se cache derrière la loi de vibration. Parce que tout ce qui nous entoure, que ce soit
toi, moi en tant qu'être humain, mais aussi les vêtements qu'on porte, la table sur laquelle on est, le bitume, etc. Tout ça, il y a une vibration. C'est juste que l'énergie n'est pas pareille. Il y a de l'énergie négative et positive. Et à un moment donné, il sort une punchline. Je l'ai noté avec mon petit post-it. Petite. Il y a au moins 30 post-it sur la table. Franchement, c'est la première fois de ma vie, il y a autant de post-it sur la table. Et il dit, dans chaque situation, il existe un espace entre la situation et la façon dont vous allez répondre. Dans cet espace, vous pouvez décider de la façon dont vous allez réagir. Donc, elle peut être soit positive ou négative. Et en fait, il dit qu'on attire toutes les choses qui sont en accord avec notre vibration. Typiquement, si je prends l'exemple de... On est tous rentrés dans une salle et on sentait l'énergie. Soit bête d'ambiance, soit énergie sombre, tu vois. On s'est tous dit... on a déjà entendu dire à un ami, dire, j'aime pas cette personne, je la connais pas, tu viens de la rencontrer, mais j'aime pas. Pourquoi ? Parce que l'énergie vibratoire, elle est complètement différente, tu vois. Donc ça, c'est la première chose globalement. Ensuite, le lien avec le sport, il explique, Alexandre, le sport peut se traduire de la même façon que la musique, c'est-à-dire que la partition que va lire le sportif va dépendre de son niveau d'expertise. Ça veut dire que si le mec c'est un sportif pro, il a l'habitude, il va être capable d'identifier les bons bagages techniques, tactiques et physiques, voire mentaux, qui peuvent correspondre au son, tu vois. Ça te parle pour l'instant ce que je te dis ou pas ? Là, ça me parle depuis les 2 dernières minutes. Là. Ouais. Donc déjà, rien que par rapport à tout ça, t'en penses quoi ? Écoute, là, je t'avoue que je suis plus en train d'apprendre que d'en penser quelque chose. Eh ben, on va continuer, frère. Mais c'est pour ça que j'ai vraiment envie que tu me parles de ce lien-là, parce que je te dis, c'est vrai que à la fois, ça me paraît évident, à la fois, j'y avais jamais pensé. Ouais. Tu vois ? Donc, je suis carrément... Bon, on va continuer le cours, alors. Carrément. Il y a ça, et après, en fait, quand il fait l'analogie, il explique que, le lien, pardon, il explique qu'il faut être capable d'orchestrer ces éléments rythmiques parlants, ce qui peut renvoyer à la notion d'intensité, de moment de travail et de récupération dans un match ou à l'entraînement. En fait, moi, ce que je trouve intéressant déjà dans ça, et en fait, on peut le prendre même au sens plus large du terme, ça veut dire que ta façon de voir les choses, la façon dont tu vas réagir à ces choses-là, et donc réagir, te comporter positivement ou négativement, va engendrer une réponse, donc une action ou une inaction, ça dépend. Mais toi, quand tu me parles de comment tu étais quand tu étais jeune, comment tu as été éduqué et la façon dont tu as réagi à cette éducation-là, c'est-à-dire quand tu as validé ta licence et que tu as décidé de partir à l'opposé de l'éducation que tu as subie et tout, pour moi, tu es clairement dans ça. Tu vois. Je continue. Ensuite, que les Chinois, ils ont été pionniers, et encore ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'ils ont découvert que chaque organe interne de notre corps vibre à un rythme qui lui est propre, et par conséquent qu'il est sensible au son de même fréquence. Ça revient à ce que je disais, tu vois. Et en fait, donc, la musique, elle agit sur tout notre corps, et non pas uniquement sur notre système auditif. Ok. Tu vois. Ça, tu m'en avais parlé déjà. J'en avais déjà parlé. Ouais. Ah, je te fais du spoil comme ça, c'est pas bon ça. Ouais, je me rappelle. Et tu m'avais parlé d'une musique optimale qui te permettait de te relaxer, etc. Ouais. Et la musique, elle s'appelle Canon Indie. Et en fait, ils ont fait des tests qui expliquent que c'est la musique parfaite. Ouais. En fait, cette musique-là, c'est la seule qui a les 8 acides aminés dont ton corps a besoin pour se régénérer, etc. Et si tu l'écoutes à n'importe quel moment de la journée, ça peut te faire que du bien. En gros, je vulgarise. Après, il y a le TEDx qui est sorti, et c'est Michel Gauthier, je crois, qui parle très bien de ça. Donc, si vous voulez checker, avec grand plaisir. Donc, en gros, la musique aussi, elle augmente la performance sportive. Comment ? Tu sais ? Parce que non, moi, je juste te dire que je m'entraîne tous les jours avec de la musique, et c'est ça qui me fait... Ouais. Dis-moi justement dans quel état tu te sens à chaque fois que... Tu sais, moi, je suis quelqu'un, je passe par... C'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais d'émotions, et plus on en parle, plus j'ai l'impression d'en vrai vivre des émotions, d'en ressentir, tu vois. Et c'est vrai que je peux passer très rapidement d'un mood à l'autre. Tu vois, il y a des moments où je vais être très, très extraverti, à parler avec tout le monde, etc. Mais je me rends compte aussi avec les années que
je m'introvertis de plus en plus. Et ça me fait du bien, tu vois, parce que je me sens plus aligné avec ça par rapport au timing dans lequel je suis, tu vois. Et c'est vrai que, en général, le moment où je vais pouvoir m'exprimer et exploser dans la journée, ça va être le moment où je m'entraîne. Et du coup, bah, ça va être souvent agrémenté de musique. Et c'est le moment où je suis peut-être plus dans un mode de contrôle et simplement dans un mode de lâcher prise, tu vois. Donc non, mais quand tu disais ça, la chose à laquelle je pensais, c'est que je me disais, ouais, c'est vrai que quand on s'entraîne, on met la musique à fond et c'est le bordel, tu vois. Bah, c'est exactement ça. Et en plus, il explique très bien que à la fois la musique, elle peut jouer sur la performance sportive, mais aussi sur l'endurance. C'est-à-dire que si tu as avec une musique hyper forte, hyper balèze, hyper intense et tout, ça va te permettre de déconnecter de ce que tu peux ressentir en termes de douleur par rapport à l'intensité. Et en fait, par rapport à plusieurs tests scientifiques qui a été fait notamment en athlée, ils expliquent que les gens, ils étaient connectés à la musique quand ils étaient vraiment concentrés sur la musique. Et par exemple, ils couraient au même rythme de la musique. Et donc, c'était beaucoup plus performant. Et ensuite, en termes d'endurance, ils ont testé aussi en mettant des musiques plus lentes. Et ça permettait aussi aux gens de déconnecter et de rester focus sur le rythme de la musique. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant en termes de performance et d'état d'esprit, en plus du côté anti-stress, etc., etc. De toute façon, c'est ce qu'on dit aux coureurs. Hein. On leur dit de faire attention. Tu as des gens qui courent et qui vont dire, moi, j'aime pas courir avec de la musique, parce que comme tu disais tout à l'heure, ils se calent par rapport au rythme. Et si la playlist, elle est mal choisie, etc., bah, tu fais 2 fois moins d'efforts parce que tu es parti trop vite, tu t'es calé à ce qui est en train de se passer. Et au bout d'une demi-heure, tu te dis, mais attends, j'ai prévu de courir 1 heure, mais là, je me suis dépensé 2 fois plus que ce que je devais. Et j'ai même envie de te dire, quand je m'entraîne et que la musique n'est pas bonne, ça me met dans un mauvais délire. Je suis pas content et je peux carrément arrêter l'entraînement et me dire, tiens, je préférerais m'entraîner ce soir que là de m'entraîner dans un environnement qui ne me renvoie pas de l'énergie. Tu vois? Donc non, je capte ce que tu dis à 100%. Bah, je suis content parce que, en fait, moi, ce que je comprends de tout ça, c'est que ça peut avoir aussi bien des effets bénéfiques que négatifs. Pourquoi ? Parce que la vibration, en fait, c'est vraiment lié à la vibration et l'énergie que tu vas envoyer. Et en fait, si on reprend la définition du bruit et de la vibration que ça envoie, si par exemple tu es dans un bon mood et que tu commences à avoir une bonne rigueur et que tu es clair avec tout ce que tu fais, mais tu as juste un petit son parasite qui vient enrayer tout ça, ça peut te détruire. Carrément. Tu vois ? Donc, d'où l'importance de, comme tu l'as dit, toujours être bien entouré, toujours être régulier, toujours faire preuve de rigueur, de discipline et aussi de garder cette notion de challenge. C'est important. Tu vois ? C'est la guerre en vrai. C'est la guerre. Et j'aime beaucoup, c'est Oussama Ammar qu'on parle de la... Comment on peut dire ça ? À quel point le business et le monde des affaires maintenant reprend en réalité le mode guerrier que pouvaient avoir nos ancêtres. Tu vois, dans le fait de dire qu'à l'heure actuelle, bah, on peut comparer le monde des affaires à un champ de bataille. Et de la même façon que des gens pouvaient, à l'époque, des guerriers pouvaient se préparer à la guerre, etc., bah, ce mode de compétition, etc., nous, on peut le vivre, bien entendu, dans un sens beaucoup plus sécuritaire, tu vois, à notre époque, à travers le business. Donc, non, je comprends ce que tu dis à 100%. Eh ben, ça fait plaisir. En tout cas, j'ai vraiment envie de terminer sur la punchline de Nikola Tesla qui disait que si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence et de vibration. Tu vois ? Donc, je crois que c'est le podcast le plus perché que j'ai fait, frère. Cours de musique. Et vibration, tout ça. Mais pour moi, c'était important de parler de cette notion-là. Après, la vibration, d'un point de vue spirituel, c'est quelque chose de très profond. Et je pense que moi, aujourd'hui, à mon niveau, j'en connais très peu, même si j'ai quelques bases, on va dire, tu vois. Mais je trouve que c'est super intéressant pour aller vraiment là où on veut être, pour être congruent entre qui on pense être vraiment et qui on est, tu vois, et qui on va être, tu vois, exactement. Et ben, il y a la notion de vibration. Bien sûr. Que ce soit même en termes de richesse, le mec qui veut te blinder, le mec ou la meuf qui veut avoir un conjoint, qui veut se marier, qui veut avoir la maison de ses rêves, etc. Tout ça, c'est que vibration en réalité, tu vois. C'est pas la loi de l'attraction ou que sais-je. Et même pour rebondir sur ce que tu dis tout à l'heure par rapport à Tesla, tout à l'heure, tu vois, je te disais,
j'ai beau sentir que je peux être loin de mon cœur, de mes émotions and shit. Et bah en vrai, j'arrive quand même à travers les gens que j'ai autour de moi, quand même vraiment être connecté à ce comme tu dis, tu vois, à ces vibrations, à toutes ces choses-là, parce que en réalité, j'allais dire des dingueries, si on n'est pas fait pour être ensemble, ou si je me sens pas bien aussi machin, bah en fait ça y est, je me retire, tu vois. Et ça, je sais que c'est quelque chose que avec le temps j'ai appris à faire, tu vois, à vouloir se forcer à rester dans des relations ou dans des modes dans lesquels tu n'es pas bien. Ça prend énormément d'énergie, tu vois. Une des raisons pour lesquelles il reste peu de gens autour de moi à l'heure actuelle, c'est que j'aime bien échanger avec les gens que j'ai autour de moi de la même façon, tu vois. Et c'est ce dont tu te rends compte quand, par exemple, tu rencontres énormément de gens, c'est que forcément, une personne nouvelle que tu rencontres, bah, tu vas devoir faire attention à comment tu parles, ou tu vas devoir faire attention aux expressions que tu utilises, parce que tu sais que si tu peux pas parler à une personne que tu connais peu comme à un pote à toi, tu vois. Tu peux prendre, entre guillemets, ce risque-là, mais tu t'attends pas à... Exactement, voilà, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que le fait de parler à peu de personnes et tout le temps aux mêmes personnes, c'est beaucoup moins d'énergie. Je suis pas concentré sur ce que je vais te dire. Je vais être concentré sur l'émotion que j'ai envie de te transmettre. Tu vois ce que je veux dire? 2 dernières questions. La première, c'est finalement, avec tout ce qu'on s'est dit là, comment va ton cœur? Bah écoute, avec ce que tu as dit, je me suis rendu compte que... Alors c'est inconscient, mais il est quand même beaucoup plus présent que ce que je pense. Tu vois. Et non, je te dis, moi, mon cœur, j'espère qu'il va bien. Je suis un optimiste. Hein. Je suis un optimiste et à la fois, je suis quelqu'un de très, très réaliste. Donc je pense qu'il va bien. J'ai eu des phases qui étaient difficiles. Et je sais que, en tout cas, en ce moment, grâce à Dieu, ça va. Tant mieux. Dernière question. Comme les nègres marrons, si tu devais faire le bilan? Wow, c'est une vraie question, ça. Si je devais faire le bilan sur quoi? Sur ma vie ou sur le podcast? Oh, celle-là, on l'a jamais sortie. Parce que là, il m'a fait un cours de musique. Tu la prends comme tu veux. Non, si je fais un bilan sur ma vie, grâce à Dieu, tout va bien. Je suis bien, tu vois, je suis très bien entouré. En vrai, tous les jours, je fais ce que je kiffe, tu vois. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, tu vois, ça a beau être le charbon. Je me lève, à la fois, je sais ce que j'ai à faire. Et à la fois, je suis heureux de ce que je fais parce que c'est moi qui ai choisi de construire ce truc-là, tu vois. Et je préfère être dans une situation difficile que j'ai choisie que dans une situation plus confortable, je le mets entre guillemets, que j'ai pas choisi, tu vois. Et c'est vrai que, non, comme je te dis, ouais, j'ai un plan, le plan, il est en place. Et en vrai, je suis archi content. Je suis bien entouré, je suis en bonne santé, ma famille, elle va bien, j'ai des amis sur qui je peux compter. La vie, elle est belle. Merci beaucoup. Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu peux me retrouver à la salle du temps si tu veux me tirer les oreilles. Mais sinon sur Instagram, Pierre Vision. Et l'album bientôt, Inch'Allah. Écoute, j'ai fait une sortie de rappeur là. Il y a des G-Pro les gars. Oh moi. Frérot, merci beaucoup. Je check. C'était lourd. Merci à toi. Au plaisir. Bye bye. C'est la fin de l'épisode 12. J'espère que ça t'a plu et que t'as appris pas mal de choses. Ce que je retiens, 3 choses. La première, observer ses émotions et être au clair avec elles. La deuxième, naviguer, c'est savoir échouer. Et la troisième, quand tu échoues, accepte de demander de l'aide.